Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Johnny Weber et j'ai fait un pacte faustien avec... Laurent Vachaud, l'enfer c'est Kinopod. Jeff Domenech, il sent le soufre ce podcast. Philippe Sedbon, I know who I am, I know who I am. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Angel Heart sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, pour faire des incantations vaudou et repartir ensemble sur les traces de Angel Heart, 1987, réalisé par le grand Alan Parker. Alors, avant que nous partions dans notre voyage à la Nouvelle-Orléans et à Harlem, n'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, de liker, de partager, de commenter, de follower, de vous abonner partout où vous écoutez le podcast pour aider le show à continuer et à exister, en particulier la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Mais pour l'heure, Philippe nous promet démons et merveilles et nous conte le pitch, le fameux résumé du film, comme si nous étions un gros producteur belge une fois dans un ascenseur pour l'enfer. Harry Angel est un détective privé juste après la Seconde Guerre mondiale à New York et il est engagé par un client extrêmement bizarre pour retrouver un crooner disparu il y a quelques années et dont on n'a plus jamais retrouvé de traces. Et donc son enquête va le mener de Brooklyn à New Orleans et va faire remonter des histoires absolument sombres et sordides et surtout va le confronter à son propre passé. Parfait, mon petit bouc. Mais maintenant, avant que Jeff ne nous parle d'un sujet qu'il connaît par cœur, Alan, c'est au tour de Laurent de sortir les pattes de poulet et de nous raconter la genèse du film. 459, take 3. La genèse d'Angel Heart, c'est en fait un livre qui s'appelle Falling Angel, l'ange qui tombe, d'un monsieur qui s'appelle William Hjortsberg, qui est essentiellement connu pour ce livre-là. Moi, j'ai pas vraiment connu d'autres romans qu'il a écrits. Enfin, en tout cas, celui-là, je l'avais lu. Curieusement, c'est un type qui a fait le scénario de Légende de Ridley Scott, le film d'Heroic Fantasy, donc il n'y a pas grand rapport. Et il se trouve que Ridley Scott, à un moment, avait exprimé de l'intérêt, comme beaucoup de réalisateurs, pour ce roman qu'il voulait adapter. Parce que le livre est sorti en 78. Je trouve que c'est en fait un mélange on appelle ça la horror fiction, tous ces romans qui ont été assez populaires après L'Exorciste, Carrie, La Malédiction. Donc là, c'est une sorte de mélange entre un roman de détective privé, de Private Eye, et un roman d'horreur satanique. Et ce qui est rigolo, c'est que moi je trouve que c'est un peu la combinaison de Rosemary's Baby et Chinatown. La publicité du livre à l'époque, c'était Philip Marlowe, enfin Raymond Chandler meets The Exorcist. C'était la tagline qu'il y avait sur la couverture du livre. Le livre est sorti en 78. Moi je trouve que ça m'étonnerait pas que le romancier ait été influencé en fait par deux films de Polanski qui s'appellent Rosemary's Baby et Chinatown. On a vraiment l'impression que c'est un petit peu un blend des deux. D'autant plus qu'il y a même un inceste à la fin. Johnny Favorite. Excuse me? Do you by chance remember the name Johnny Favorite? Et ce qui est rigolo encore, c'est que le vrai nom de ce fameux Johnny Favorite, qui est donc le crooner que recherche le héros Harry Angel, son vrai nom c'est Liebling. His real name was Liebling. I don't know any Liebling either. Et Liebling, c'est le vrai nom de Roman Polanski, si tu veux. Donc, j'ai un peu du mal à croire que c'est un hasard, quoi. Même si favorite, ça veut dire Liebling. Enfin, ça peut se traduire par Liebling. Mais à mon avis, c'est pas innocent. Mais j'avais demandé à Polanski si on lui avait proposé de faire ce roman, qui avait l'air à peu près dans ses cordes, et il m'avait dit que non, en fait, qu'on lui avait jamais offert. Alors peut-être parce qu'il était il avait déjà fui les États-Unis à cause de ses histoires judiciaires. Mais il aurait pu très bien, je pense, faire... Peut-être que c'était même trop pour lui. Mais disons qu'il y a eu un... Attends, avant que je veux rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser cette fois-ci à la 9e porte.
dans le côté enquête occulte. Absolument. Et puis Polanski a toujours beaucoup aimé Mickey Rourke comme acteur. Il l'a d'ailleurs casté dans son dernier film, qui est pas le plus inoubliable, Le Palace. Mais voilà, je pense que c'était un roman qu'il aurait pu tout à fait adapter. Peut-être que ça aurait pas été mieux que celui-là, parce que je trouve que Parker, en tout cas moi, c'est le meilleur film pour moi de Alan Parker. Il s'en est très très bien tiré parce que c'est toujours un peu casse-gueule de mélanger les genres. He needed a victim, someone his own age, to steal their soul. Mais disons que ce qui est curieux, c'est qu'il y a eu le projet le plus avancé qu'il y a eu avant celui de Parker, c'est en fait Robert Redford qui avait acheté les droits du livre. C'est toujours Robert Redford, t'as vu, et qui voulait jouer le rôle de Harry Angel, ce qui aurait été, je trouve, un film assez curieux. Alors peut-être que c'était au moment où Ridley Scott était impliqué, je ne sais pas exactement qui était le metteur en scène, parce qu'il me semble que Redford voulait coproduire aussi, comme toujours avec lui. Mais c'est bizarre que Redford ait été attiré par ce roman, parce qu'on avait parlé de lui pour Rosemary's Baby déjà à l'époque, mais surtout que Redford en plus n'est pas très connu pour faire des personnages troubles, Généralement, il fait toujours des types très irréprochables, et là, comme on le voit, c'est quand même un personnage assez corrompu, notamment dans le twist final. Donc, je sais pas ce que ça aurait donné avec Redford, mais Redford voulait le faire vraiment fidèlement au roman, parce que vous savez que le roman, en fait, se déroule entièrement à New York, contrairement au film qui va ensuite en Louisiane. Le roman se déroule en 1959, alors que le film de Parker se situe plutôt à la fin des années 40, vers 47, 48. 55. 1955. Hein? c'est ça. 1955, le film. Jeff, je voudrais que tu complètes un peu la genèse que faisait Laurent, mais avant que tu le fasses, je voudrais te dire que ce qui m'intéresse dans ce film, c'est les temporalités, parce qu'effectivement, c'est un choix conscient de la part d'Alan Parker de mettre le film, ou en tous les cas de donner un film, un look plus années 50, parce qu'effectivement, s'il l'avait placé à la même époque que celle du livre, on est déjà de plein pied dans les années 60, et c'est un autre monde en Amérique. Or là, il voulait avoir cette espèce d'univers de film noir. We're shooting a colour movie, but in a way it'll still have the sort of black and white feel to it, to give it its eerie feeling. Et je trouve que, comme tu disais, Laurent, il marie magnifiquement les deux genres, ce qui est effectivement très casse-gueule. Pour finir, en fait, c'est que Parker venait de... Qu'est-ce qu'il avait fait juste avant Angel Art? Birdie. Parce qu'on lui avait... Je crois qu'on lui Birdie avait... en 85. Je me demande si on lui avait pas proposé une première fois, il n'était pas libre, mais disons qu'après, les droits du livre étaient libres à nouveau, et c'est un producteur qui s'appelle Alan Marshall, qui était un des producteurs, je crois, avec qui il avait déjà travaillé, je sais plus si c'était sur The Wall ou sur un autre film, qui sont revenus vers lui, et il a entièrement, alors il faut quand même le dire, il a entièrement écrit le scénario lui-même. C'est-à-dire qu'il a adapté le livre lui-même, et je trouve que le livre est bien adapté, quoi. C'est-à-dire parce que Parker est pas forcément connu pour être un scénariste, il est plutôt, on dit plutôt que c'est un metteur en scène qui privilégie l'image, Il faisait partie de ces metteurs en scène anglais de pub comme Adrian Lyne, comme Tony Scott, Ridley Scott, qui privilégiaient surtout le visuel. Et je trouve là qu'il a vraiment bien saisi l'essence du livre de Yorsberg, même s'il a fait beaucoup de changements. Alors il disait d'ailleurs qu'il avait fait des changements et que le romancier avait beaucoup aimé les changements, en fait. C'est pas du tout un romancier qui l'avait emmerdé en disant « vous avez trahi mon œuvre et tout », mais je crois qu'il avait su capter l'essence du roman. Et le roman, je pense, aurait pu faire, tu vois, on aurait très bien pu imaginer un film des années, même 40, tu vois, de l'époque, style La 7e victime ou des films comme ça, ou même de Jacques Tourneur. What would you think if I asked you to loan me $5? Moi, j'aurais Ça bien aurait été vu un génial. film de Tourneur, Ah, j'aurais adoré. comme ça. Alors peut-être que Tourneur aurait pas fait un film aussi explicite, c'est-à-dire peut-être qu'il aurait laissé l'ambiguïté pour savoir si Louis Cypher Peut-être. était C'est un sorte film de extrêmement cinglé. violent et gore, sexuel, mais, jamais. On Il aurait pu faire le film. Enfin, je pense que Polanski, s'il avait fait le film, il aurait pas dit que le Louis Cypher était vraiment le diable. Il aurait laissé l'ambiguïté en disant que c'était peut-être un cinglé qui se prenait pour le diable. Only the soul is immortal. And yours belongs to me. Parce que le coup de mettre les yeux jaunes à la fin, ce que Polanski curieusement a fait dans La 9e porte, et moi je trouve que c'est pas très heureux, ça rend le film un peu cartoonesque. Je pense que mais tu brûles les étapes. Tu as réussi à parler déjà 7 fois de Polanski en 10 minutes, donc je passe la parole à Jeff. Je peux parler de Polanski aussi, Moins bien que Laurent, forcément. Au début,
Au début, c'est Robert Evans qui avait mis une option sur le film, Robert Evans qui avait fait Chinatown, justement. Et, euh, et les metteurs en scène qui avaient été contactés, il y avait Frankenheimer et Dick Richard. Dick Richard, c'est le mec qui avait fait, il était une fois à la Légion, Adieu ma jolie. Et c'est Dustin Hoffman qui était prévu pour le rôle d'Harry Angel au départ. Et ça s'est pas fait. Comme l'a dit tout à l'heure Laurent, Redford, en fait, lui, voulait une happy end dans le film, donc ça refroidit tout le monde, ça s'est pas fait. Et le projet, en fait, est ce qu'on appelle un développement L à Hollywood, c'est-à-dire que c'est un film C'est qui prend une ironique. voiture et qui ne se fera jamais. Voilà, Hmm. donc tout le monde pense à ça. Et en 85, il y a deux hommes qui vont changer la donne. Il y a Elliot Kastner, d'accord, justement, qui avait produit Adieu ma jolie, Le Grand Sommeil, et un film trop sous-estimé dont on parle pas assez, c'est Le Privé de Altman. Et ce mec était fan de films noirs. Il avait produit aussi Missouri Break avec Nicholson et Brando. Et c'est là qu'arrive aussi Alan Parker, qui avait lu le bouquin depuis quelques années. The big changes I made in the script from the book, obviously great deal of the dialogue, most of the dialogue is original to the film. I had shown my screenplay to William Hortzberg, the novelist, and he had thought, at one point that he might actually set half of it in New Orleans. So I didn't feel that I was completely betraying his original work. Lorsque Parker écrit le scénario, il écrit pour Brando dans le rôle de Lucifer et pour De Niro dans le rôle d'Harry Angel. C'est ce qu'il avait en tête quand il a écrit son scénario. Et il l'écrit, il va à la Nouvelle-Orléans dans des petits bars miteux pour l'écrire, etc. Donc vraiment, il est dans son truc. Brando ne répond pas vraiment. Alors, il avait le lien parce que Kastner avait fait Missouri Break, donc il connaissait bien Brando. Et Brando dit, il me faudrait au moins 6 mois, voire un an pour faire un régime. Donc attendez. Alors évidemment, ils n'avaient pas le temps d'attendre. Et De Niro n'était pas du tout intéressé par ce rôle. Il est allé voir Al Pacino, Parker a dit, et Pacino était traumatisé par l'échec de Révolution, il voulait plus faire de cinéma. Il est allé chez Surtout Nicholson. avec un Anglais, avec un Britannique, j'imagine. Nicholson avait eu un problème. Il dit, je vais chez lui. Il était perturbé par une histoire de tableau qu'il avait acheté 2 millions, mais il n'avait pas acheté le bon tableau. Mais de Nicholson y a avoué surtout qu'il préparait la suite de Chinatown, The Two Jake, qu'il était en préparation, en écriture, et que c'était deux rôles à peu près identiques de détective privé, donc il ne voulait pas le faire. Et Mickey Rourke, qui a été immédiatement conquis par le sujet, a abandonné lâchement Oliver Stone, à qui il avait donné son accord pour Platoon. Et je crois que c'est Charlie Sheen, Tom Béranger, je sais pas quel rôle il a abandonné. Et comme Mickey Rourke était l'acteur du moment, ben, ils l'ont choisi, voilà. Et pour convaincre De Niro, c'était très compliqué. C'est-à-dire qu'à 2 semaines du début du tournage, il avait toujours pas dit oui. Et le producteur, la première fois qu'il appelle, Kastner, il était hyper enthousiaste. Il dit voilà, De Niro, il fait, vous avez fait quoi comme film? Il dit ben, j'ai fait Les Loups de haute mer, j'ai fait le dernier Roblo, là je prépare le Blob, et j'ai fait Birdie. Birdie qui avait été un flop monumental. Et là, il y a un silence et De Niro lui raccroche au nez. Donc c'était mal barré, mais finalement. Et De Niro était très très exigeant. Il a dit tu t'occupes pas assez de moi. Il dit Alan Parker, tu passes pas assez de temps avec moi, etc. Et il n'y a jamais donné son accord. Il a juste appelé pour lui dire ça y est, je suis d'humeur à jouer le rôle. Well, you know what they say about slugs. No, what do they say about slugs? They always leave slime in their tracks. Ouais, Et c'est donc fort. le film. C'était l'époque où il faisait pas que Dirty Grandpa, tu vois, quoi. Il est... Et oui, Il c'était était beaucoup moins exigeant. les années où il était à son sommet, bien sûr. Hein. Attends, je voudrais poser une question à Ouais, Philippe. C'est le film, les studios ont un problème avec le film parce qu'ils voulaient qu'il y ait un happy ending. C'est un film qui est très noir et il y a eu Fincher a eu le même problème avec Seven et Brad Pitt est monté au créneau pour protéger Fincher et avoir cette fin très sombre. Je me demande qui a pris la défense de Parker. Tu crois que c'est De Niro ou parce que c'est lui qui avait vraiment un peu les épaules pour le faire. Non, je pense. Ou Mickey Rourke, parce qu'il avait le premier rôle. Je pense pas que De Niro soit extrêmement impliqué, alors qu'il a quand même qu'une vedette, c'est une vedette invitée dans le film. Ouais. Donc je pense que c'est Parker qui, à mon avis, devait très bien se défendre. Et je pense qu'il a fait le film pour cette fin. Ouais. C'est obligé que ça se termine comme ça. Bah justement, tu vas nous parler un petit peu maintenant du casting du film et on va Je termine compléter. juste un truc en disant que le film. Ouais, donc le film a coûté 18 millions de dollars. Ouais. Il en a rapporté seulement 17 au box-office américain. En France, il a fait 1 300 013, ce qui est quand même pas mal. Le problème, c'est qu'il est sorti le même jour que L'Arme Fatale. Donc forcément, le film n'a pas pesé très lourd face à L'Arme Fatale. Mais ça a dû faire plaisir à Danny Glover, qui avait été coupé au montage de Birdie. Incroyable. Mais c'est vrai que, Jeff, on parle souvent de ça. Est-ce que tu penses que c'est un film culte aujourd'hui ? En tout cas, c'est un film qui doit être réévalué. C'est vrai que cette fin, mais je vous ai expliqué pourquoi il y a eu cette fin horrible avec les yeux, je vous le dirai tout à l'heure.
Mais bien sûr, c'est comme l'a dit tout à l'heure Laurent, c'est sûrement un des meilleurs films d'Alan Parker, qui a fait de très bons films. Hein. Je suis moins fan de ces années 90, mais c'est un film qu'il faut faire redécouvrir aux jeunes générations. Et j'espère que ce podcast, Je suis pas c'est fan l'occasion. du tout d'Alan Parker, à part peut-être. Enfin, je trouve que visuellement, c'est toujours. Mais c'est souvent très lourdingue dans la symbolique, dans le. Mais Parker, je trouve que c'est franchement. Enfin, même Midnight Express, tu vois, qui est pourtant bien foutu, tu vois, les méchants sont toujours des gros mecs répugnants. Enfin, tu vois, il y a jamais beaucoup d'ambiguïté. Et je trouve que là, il arrive quand même, je trouve, d'abord dans son travail de scénariste, je trouve qu'il arrive à faire passer, parce qu'il y a énormément d'informations à faire passer dans l'exposition. Enfin, c'est ce genre d'histoires qui sont pour un scénariste très compliquées à adapter, parce qu'il faut quand même, dans le dialogue, faire dire énormément de choses aux gens. Et je trouve qu'il trouve toujours des scènes et des moyens de rendre ça intéressant sans qu'on soit assommé, tu vois, par des scènes de talking heads, de gens qui se parlent sans qu'il se passe grand-chose, tu vois. Donc, je trouve franchement que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément dans ses autres films, qu'il a d'ailleurs pas toujours écrit. Enfin, je crois qu'il a dû écrire Shoot the Moon, mais enfin, Midnight Express, tout ça, c'était d'autres scénaristes. Donc c'est pour ça que moi je trouve qu'il arrive à donner en plus un vrai style au film, c'est-à-dire que cette idée de déplacer le film à la Nouvelle-Orléans, ça donne vraiment un cachet au film qu'il n'aurait pas du tout eu si ça s'était resté. Parce que le roman en français s'appelait Le sabbat dans Central Park, c'est-à-dire toutes les scènes où on voit la jeune noire et tout ça. C'était normalement dans Central Park. Hein. C'était des messes noires, enfin des cérémonies de vaudou qui avaient lieu dans Central Park. Donc c'est vrai que ça paraissait un peu bizarre. Et puis ça pouvait faire trop Rosemary's Baby, tu vois, une histoire satanique encore qui se passe en plein New York. Donc je trouve qu'il y avait une vraie justification à déplacer l'histoire en Louisiane. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à Live and Let Die, où on passe de Harlem à des cérémonies vaudou aussi, et on n'est pas très loin du même folklore, même si c'est un peu plus âpre chez Alan Parker, ce qui nous amène à Philippe, qui va nous faire le casting du film, nous parler du casting du film. You ever watched the Mickey Mouse Club? Mickey Rourke, qui a été révélé quelques années plus tôt par Diner et Rusty James de Coppola, où il était vraiment apparu comme le nouveau James Dean, il transportait avec lui cette mythologie Actor Studio, et il a vraiment éclaté. Ça a été confirmé par l'année du dragon. Who are you? Just ask for Stanley White. Et par 9 semaines et demie, bon ça on est moins fan, mais il a quand même cartonné. Si, moi je suis fan perso. Hein. Bon, Moi, j'aime bien aussi, ouais. Je suis plus jeune, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça, oui. Et quand il tourne... Philippe a été choqué par 9 semaines et demie. Oui, tous ces gens déshabillés, je n'ai pas très bien compris l'intrigue. Mickey is always different. Every single take is different. And he's always finding something within, even if he makes a mistake within a scene, if he knocks something over, if he drops something, he'll use it. He's always working. He's never off his character. Rourke a 35 ans quand il tourne notre film. Il est au top, c'est-à-dire il est au top de son végétarien naissant. Il est très très haut pour l'instant. Et je me souviens que le film avait été, la promo était sur le choc de deux géants, l'ancienne génération qui ouvre la voie à la nouvelle, etc. Il y avait eu beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Et Parker, dans des interviews, je m'en souviens aussi très bien, avait dit que la première fois qu'ils ont eu une scène ensemble, je crois que c'était celle de l'église. He got choked to death with a part of the body meant for pissing with. This is a church, Mr. Reeves. Le Rourke était complètement tétanisé, c'est-à-dire impressionné, dominé par l'autre et tout, et que petit à petit, il a repris du poil de la bête et il se présente dans les suivantes d'égal à égal, et le duo fonctionne très bien, malgré la brièveté du rôle de Niro. It's funny, I have a feeling I've met you before. I don't know. I don't think so. Alors De Niro, on va pas reparler de lui, parce qu'on a parlé de lui 10 000 fois. Donc, par contre, on va faire un petit topo sur sa carrière de caméo. Parce qu'il en a fait de plus en plus. Alors, c'est pas vraiment des caméos, c'est entre le caméo et la guest star. Mais il en a fait un paquet. Hein. Il a fait Brasil en 85, il a fait Angel Art, il a fait Les Incorruptibles, qui est pas vraiment un rôle principal. Il a fait Backdraft. Les Incorruptibles, c'est l'antagoniste, c'est quand même le méchant. Oui, mais il n'a pas un rôle très long. Tu veux dire un peu c'est un second rôle par rapport au lead qu'il pouvait faire avant. Ouais. Backdraft, où il a un second rôle, et alors, pire, Hollywood Mistress, qui n'est pas très connu, mais où il avait un tout petit rôle. Donc il a fait tout, et il y en a eu après. Hein. Là, je parle de sa carrière quand il était au top.
Il y en a eu pas mal d'autres après. Mais en tout cas, à partir de Brésil, il a commencé, comme Brando avant lui, hein, à accepter des rôles moins importants, à se mettre en retrait avec des indications sur l'affiche ou le générique, avec la participation exceptionnelle, etc. Et c'est un peu dommage parce que je trouve qu'il a perdu un peu de l'intensité de son début de carrière qui était irréprochable. C'est surtout que c'était des films à chaque fois ces rôles-là, c'était toujours accompagné d'un très très gros chèque. Et je crois que c'est arrivé au moment où De Niro commençait à avoir plusieurs pensions alimentaires, des frais avec sa maison Tribeca, là, tu sais, sa maison de production. Donc il était un peu obligé de faire tourner la boutique plus que dans les années 70 où il était hyper sélectif. Donc il s'est un peu brandoisé, hein, donc c'est pas un hasard si Brando avait contacté. Là, je suis pas De Niro, les années 70-80, c'est pratiquement un sans faute, sa filmo, je suis désolé. Hein, on est d'accord. Hein. Fin des années 80, bon, peut-être qu'il a fait un ou deux films qui commençaient un petit peu à basculer, mais de Mean Street jusqu'à... il a fait ça, personne ne contredit ça. Des petits rôles, c'était des événements. De Niro était quand même et je trouve qu'il est... Moi, je trouve que, Jeff, tu vas nous faire une petite thématique que j'attends avec impatience sur les acteurs qui ont joué le diable, mais je trouve qu'il est absolument magnifique dans le rôle de Louis Cypher. Well, I'll tell you, Mr. Cypher, you know, Mr. Cypher. Je le trouve meilleur que Pacino. Je trouve que Pacino, il cabotine. Bien évidemment. De Niro, il a beaucoup plus préparé son rôle. Vous parliez de ses derniers grands rôles. Il a la même tête que dans Mission. Et ça, j'aime bien quand De Niro a ses beaux cheveux longs et cette barbe. Non, mais ce que je veux dire, c'est pas qu'il est pas bon. C'est que sa motivation pour faire le film, c'est des films qu'il aurait pas fait dans les années 70. C'est que là, je pense qu'ils lui ont donné un énorme chèque pour jouer Louis Cypher, tu vois. Ouais, mais est-ce que tu peux faire Travis Bickle 20 ans après avoir fait Travis Bickle? C'est des rôles qui demandent un énorme investissement émotionnel, physique, et je trouve qu'il continue à livrer longtemps dans sa carrière, contrairement à Brando, qui s'est quand même déliquescé de façon spectaculaire plus rapidement. Mais tu sais que De Niro, à cette époque, là où il a cette barbe et ses cheveux longs, on parle de Mission Angela, mais il avait fait un autre film où il avait le même look, donc il a dû enchaîner, et qui sortit bien après, qui s'appelait Jackknife, qui est un petit film. Quand on parle des films plus moyens qu'il a fait, Jackknife en fait partie. Mais c'est surtout qu'au moment de la préparation d'Angel Heart, au moment où Alan Parker essaie de le convaincre, il a toujours pas dit oui, il joue au théâtre Off à Broadway, une pièce qui s'appelle Cuba and his Teddy Bear. Voilà. Et il a un look avec la barbe et les cheveux longs dans cette pièce. C'est drôle. C'est une pièce où il joue avec Burt Young et Ralph Macchio, le fameux Karate Kid, Daniel LaRusso. Okay. Et lorsque De Niro commence à parler du personnage avec Alan Parker, c'est la première fois qu'Alan Parker travaille avec des stars. Il dit, et là j'ai commencé à voir ça me rendait fou, je veux dire, l'assistant appelle Alan Parker, dit, voilà, Mickey Rourke a pris 5 costumes. Il fait, mais comment ça, les costumes, c'est moi qui les ai dessinés, je sais ce que je veux, c'est pas Mickey Rourke qui va décider. Il fait, si, il veut. Le lendemain, Alan Parker prend un avion, va à New York pour voir Mickey Rourke. Il s'est éteint les cheveux avec des mèches blanches et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu me fais là? Il fait, écoute, moi je t'ai embauché pour ton talent, tout ce qui est accessoires, costumes et coiffure, tu laisses faire ça aux professionnels, c'est gentil. Et Mickey Rourke a eu peur de perdre le rôle, donc il s'est vite allé chez le coiffeur pour reprendre sa coupe normale. Et concernant De Niro appelle Alan Parker. Il lui dit, dis-moi, je suis dans une boutique à Paris, il y a des cannes, j'aimerais bien que mon personnage porte une canne et une canne à la main. Il fait, bien sûr. Il fait, je vais en acheter une 20aine. Ok. Il dit, mais elle coûte combien les cannes? Bob, il pose la question. Il fait, c'est $5,000 la canne. Il dit, mais tu sais pourquoi tu vas prendre 20 cannes? Il n'y a que 4 scènes dans le film, donc tu en prends 3 ou 4, ça suffira. Festival de Cannes. J'ai compris la complexité de travailler avec des stars qui étaient là, qui voulaient amener Mais c'est un peu les caprices, hein, c'est un peu les caprices de stars. Je crois que Brando avait le même genre d'exigence, et je pense que c'est aussi une manière de tester les mecs, c'est-à-dire pour voir jusqu'où ils peuvent aller. C'est vrai. Parce que tu as des metteurs en scène, enfin, un mec comme Friedkin aurait dit à De Niro, tu nous emmerdes et on va prendre une canne et l'autre serait peut-être écrasé, tu vois. Philippe, à l'arrivée, cette canne, plus ses ongles, amène énormément à la caractérisation du personnage et à la mise en scène d'Alan Parker.
Donc c'est un peu justifié. Mais je voudrais juste vous parler d'un truc qui m'a beaucoup fasciné dans ce que tu as dit, Jeff. C'est le fait que les acteurs font plusieurs rôles avec le même look. Ça me fait penser à Kurt Russell qui, après avoir fait Eightful Eight, tu sais, 8 salopards, dit à son agent, il faut que je fasse un autre western parce que à cause de cette moustache. Et il fait Bone Tomahawk. Et en fait, donc, De Niro fait Angela parce qu'il veut profiter de ses cheveux longs, quoi. Très souvent, c'est aussi parce qu'ils font 2 ou 3 films en même temps. D'autant plus s'ils ont des rôles secondaires. C'est drôle. Par exemple, il devait faire Jack Knife en même temps que, tu vois, en même temps qu'Angel Art ou en même temps que la pièce. En tout cas, donc, ils peuvent pas, ils changent pas volontairement. C'est-à-dire qu'ils font pour être par exemple, Angel Art, il va avoir beaucoup de temps libre pendant le tournage de Niro. Donc, il y avait le temps de faire un autre film en même temps. Et c'est certainement pour ça. Exactement. Et le soir, il jouait sa pièce. Est-ce que vous savez pourquoi, dans les 4 scènes qu'il a dans le film, il est assis? How terrible is wisdom when it brings no profit to the wise, Johnny. On le voit jamais debout, de Niro. Hein. Il a dû se casser la jambe, non? Non. Je sais pas. C'est Alan Parker qui l'explique. Il fait: j'ai écrit le rôle pour Marlon Brando. Brando, vu son état physique, voulait être que assis. Et malheureusement, c'est pas. Et donc, il y a juste cette scène au pré-générique où on voit le mec marcher avec sa canne. C'est pas lui, hein. Si, Alan Parker. Enfin, c'est pas lui. C'est pas De Niro. C'est censé être Louis Cypher, mais c'est pas De Niro qui a tourné la scène. Et Laurent, parce que dans le commentaire audio, Alan Parker dit évidemment c'est une doublure qu'on a pris à 7h06 de la nuit. Ça se voit d'ailleurs. De Niro dormait à point fermé, mais c'est censé être le personnage. Laurent, il y a une légende urbaine qui dit que De Niro faisait peur à Alan Parker, qui avoue ne pas l'avoir dirigé sur ces scènes où il était présent sur le plateau parce qu'il le trouvait trop bizarre, trop étrange. Moi, ça me paraît être un petit peu trop beau pour imprimer la légende, non? Ouais, parce que je pense que Parker est connu pour être un mec quand même très très dur et sur les tournages et je pense pas qu'il y ait grand chose qui lui fasse peur. Qu'après, qu'il trouvait que De Niro était effrayant dans le rôle, c'est possible parce que la fameuse scène de l'œuf. Je trouve qu'il est quand même assez. C'est une scène qui marque, tu vois, de toutes les apparitions de De Niro. Je trouve que c'est la scène la plus marquante et la manière dont il joue avec comment il enlève la coquille de l'œuf, comment il regarde Mickey Rourke. Tu vois, enfin, tu sens que c'est quand même très très travaillé, très étudié. I don't like messy accounts. Et vous avez remarqué que chaque fois qu'il apparaît dans une scène, les ongles sont plus grands. C'est-à-dire dans la dernière scène, il a vraiment des ongles très très grands. Genre Nosferatu. Ça doit être des faux, je pense, mais on voit vraiment les ongles grandir au fur et à mesure que le film. Parce qu'il a 5 scènes, je crois, en tout. Hein. Il y a la première scène où il se rencontre dans la chapelle de Harlem, dans l'église de Harlem. Il y a la scène finale quand il y a les yeux jaunes. Et je crois qu'il y a 3 autres scènes. Il y a dans un restaurant avec l'œuf. Il a été payé une fortune pour ces 5 scènes, mais ça me rappelle les 28 répliques de Michel Audiard sur Mélodie en sous-sol. Ça vaut le coup, quoi. Toutes ces scènes sont électriques avec Mickey Rourke. Et Philippe, Mickey Rourke amène une humanité au personnage qu'un autre acteur n'aurait peut-être pas amené. J'ai l'impression que il aide aussi à designer son look et il a un côté vraiment très particulier, Mickey Rourke, qui est très intéressant. Il a un côté complètement cradingue depuis le début. C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu cradingue à New Orleans. Yeah, so what do you want? Well, right now I need a laundry. Il a les cheveux sales, il est mal rasé, il est fringué comme c'est pas possible. Avec des fringues trop grandes pour lui. Et il a, dans son jeu, il a toujours eu ce jeu, un jeu un peu incertain. C'est-à-dire qu'il a toujours l'air un peu timide, un peu emprunté, un peu... Have a nose shield. Go on, take one. I found a whole box full under the boardwalk. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait quand il va voir le type sur la plage là, avec le protège-nez. Hey, thanks for the nose shield. Okay. I'm gonna need it where I'm going. In Brooklyn? Ah, Louisiana. Nice. Il est absolument pas sûr de lui. Il a peur de se mouiller ses chaussures dans la mer. Il est un peu ridicule quand il a peur des poulets. C'est pareil, il a une phobie des poulets, c'est ça. Il est toujours un peu ridicule, un peu mal à l'aise et tout. Moi, le protège-nez, dans ma folie de cinéphilie, je me dis c'est un clin d'œil à Chinatown. Pas du tout, en fait. L'accessoiriste du film, comment il s'appelle, Mickey Rourke, adorait fouiller, aller le voir, etc. Qu'est-ce que tu as comme truc? Parce qu'il avait amené ses propres objets. Ça m'étonne pas, ça se voit. Qui étaient totalement anachroniques, donc ils les ont pas pris. Et l'accessoiriste avait d'un ancien film ses protège-nez.
Et c'est Mickey Rourke qui a... Donc, c'est pas du tout écrit. Alors, là, on pense que c'est un clin d'œil à Chinatown. C'est l'hommage à Chinatown. Et Laurent, je voulais te demander quelque chose. Est-ce que le personnage du privé comme ça était à ce point-là crapuleux, ce qu'on appelle en anglais un sleazebag? Parce que là, il est vraiment, il n'y a pas, quasiment pas un personnage pour racheter. Dans le roman, j'ai pas du tout le souvenir qu'il était comme ça. Non, ou même Marlowe était-il, ou ces personnages des années 40 étaient-ils aussi dégoûtants? Non, et tu vois bien même dans Chinatown, qui est vraiment un film fait comme les romans de Chandler. This business requires a certain amount of finesse. Enfin, le personnage de Gigi Gittes, au contraire, est très élégant, tu vois. Enfin, il fait très attention à son apparence. C'est pour ça qu'après, quand on lui bousille le nez, ça crée un tel décalage, parce que il est vraiment avec des costumes, tu sais, toujours très très bien coupés. Là, l'autre, il a l'air complètement d'une sorte de clodo, même par moment, hein, quoi. Je veux dire, c'est vrai, c'est faux. Et je pense que mais il est très bon. Attends, il est très bon à son job, parce que tout d'un coup, quand il doit charmer l'infirmière ou avancer dans son enquête, il le fait très bien. C'est un type de la rue, et on peut croire que Mickey Rourke, comme tu dis, a ce côté déjà, et ce que disait Philippe, bukowskien, avant de jouer Barfly. Ouais, mais je pense que c'est ça qui fait que le film est un peu années 80, c'est que le film aurait été fait dans les années 50, il aurait été incroyablement clean, tu vois. Je crois que là, le côté grunge, tout ça c'est amené par le fait que c'est les années 80, et puis que Mickey Rourke, à mon avis, a dû dire, je le vois comme ça, et l'autre a dû se dire pourquoi pas, tu vois, que ça pouvait être une touche originale. Redford, par exemple, l'aurait sûrement pas joué comme ça. Oui, mais Rourke amène la vie, il amène le chaos, mais il amène la vie. Donc c'est vachement intéressant. Moi, je pense que le problème avec un mec comme Redford, c'est un peu comme Rosemary's Baby. C'est-à-dire, est-ce qu'on aurait accepté à la fin avec Redford le côté comme ça de ce personnage qui finalement était celui qui recherche, tu vois, et qui est une âme damnée, alors que Rourke, tu peux tout à fait imaginer que c'est un gars qui est trouble, tu vois, qui a pu faire des choses épouvantables. Et même dans le casting, c'est-à-dire, pourquoi ça marche bien avec De Niro, l'autre rôle, celui de Louis Cypher, c'est que je pense que c'est comme pour Apocalypse Now, où il fallait un mec un peu mythique pour jouer le rôle du diable. S'ils avaient pris un très très bon comédien, par exemple, mais inconnu ou vraiment beaucoup moins connu que Mickey Rourke, qui aurait eu un déséquilibre, tu vois. Je pense que pour le diable, fallait une star, fallait quelqu'un qui écrase un petit peu Mickey Rourke, tu vois, aussi sur le plan commercial. Mickey Rourke, à cette époque, parce qu'on n'a pas parlé malheureusement de la seconde partie de carrière de Mickey Rourke qui a complètement foiré sa carrière, c'est qu'il refusait tout ce qu'on lui proposait. Il a refusé, donc je vous dis rapidement, Nick Nolte dans 48 heures, le rôle de Eddie Murphy dans Beverly Hills, il a viré. Le rôle de Coran McLeod dans Highlander, il a refusé. Top Gun, il a refusé. Platoon. Les Incorruptibles, il devait jouer Elliot Ness. Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein. Moi, j'avais demandé à De Palma, il m'a dit que ça avait jamais été, il avait jamais été considéré. Je pensais que Laurent allait me reprendre là-dessus, ça n'a pas loupé. Et surtout, il a reçu une lettre de Dustin Hoffman, lui proposant le rôle de Charlie Babbitt dans Rain Man. Il n'a même pas répondu. Il n'a même pas lu le scénario. Il est parti faire un match de boxe. C'est là où c'est commencé à parler. Et même après cette période-là, après les années 90, il a refusé Le Silence des agneaux, le rôle de Scott Glenn. Et Tarantino lui tend la main, lui propose le rôle du boxeur Butch dans Pulp Fiction, il refuse. Et tout ça pour faire Sable Mortel ou Double Team avec Jean-Claude Van Damme. Voilà. Ouais, il est très bien dans Double Team, un excellent film, j'espère que tu ne vas pas le casser. Mais je voudrais surtout parler un peu justement du combat de boxe de trop, le fameux combat de boxe de trop, où tout d'un coup il s'est mis à ressembler à un monstre, malheureusement, entre les chirurgies esthétiques et, je sais pas, les problèmes personnels. Et avec un dernier très grand rôle dans le Wrestler, où il a été extrêmement problématique pour Darren Aronofsky. Il voulait pas enlever ses lunettes noires pendant tout le tournage, et ça a été un combat permanent pour Aronofsky. Et c'est Nicolas Cage qui a offert le rôle à Mickey Rourke, car il a dit il en a plus besoin que moi. Donc je voudrais un petit coup de chapeau à Nicolas Cage. Et donc effectivement, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se... C'était quand même le déraillement de train le plus terrible, le train wreck, un des plus terribles de l'histoire du cinéma. Quand tu vois le charme de ce type dans 9 semaines et demie ou sur le poster derrière toi, Jeff, on peut quand même s'attrister un peu de cette situation. Tu sais ce qu'avait dit Adrian Lyne? Il a dit si Mickey Rourke était mort après le tournage d'Angel Heart, ça aurait été une légende comme James Dean ou Marlon Brando.
Ouais, c'est pas faux, effectivement. Ouais. On peut dire que c'est son dernier grand film, même si The Wrestler après, est aussi un bon film, mais c'est bien des années Après, après. moi, je pense après qu'il y a Et Double l'intelligence Team. des gens. Hein. Je pense que tu peux être un très bon acteur, mais pas très malin. Je pense que Mickey Rourke n'est pas un type très malin. C'est-à-dire que quand tu vois le nombre de rôles qu'on lui a proposé et qu'il a refusé, il y avait sûrement une part de masochisme, parce que je crois que c'est un type aussi qui était quand même assez compliqué dans sa tête à cette époque. Mais je crois surtout qu'il n'est pas très futé. C'est-à-dire que c'est pas un gars qui doit vraiment bien comprendre ce qu'on lui propose. Tu vois, pour faire les films qu'il a. Je dirais la même chose, enfin c'est méchant, hein, mais de quelqu'un comme Christophe Lambert, qui est pourtant moins connu, moins bon acteur que Rourke, mais quand tu vois le niveau de vedettariat qu'il a eu à un moment et sa carrière qui a plongé avec des choix de carrière désastreux, quand tu vois quand même les films qu'il faisait, je pense qu'il y a l'intelligence des acteurs après qui rentre en ligne de compte. Je sais pas si c'est l'intelligence, Laurent. Il y a Val Kilmer aussi. Après, ça peut être tu es mal conseillé, tu as de mauvaise fréquentation. Val Kilmer avait Tombe une dans la mauvaise drogue. réputation sur les plateaux aussi. Mais il y a eu un tournant dans la carrière. Je crois que c'est Zalman King, c'est le type qui faisait les Wild Orchid, qui faisait les Red Shoe Diary, qui a dit qu'il a vu arriver Mickey Rourke sur son plateau et il avait pas la même tête que le mec qu'il avait engagé au départ, si tu veux. Et il est arrivé ça aussi, Philippe, à Bronson, qui avait signé avec Canon pour plein de films, et tout à coup, il est arrivé avec un lifting sur, je crois, ce film, je crois que c'est 10 to Midnight, où il affronte un serial killer nu. 10 to Midnight. Charles Bronson. Il avait un visage comme un ballon de foot, c'est-à-dire complètement lisse. C'est dingue. Donc c'était lui sans être lui. On voyait les traces de lifting, etc. Et on l'a pas reconnu, parce que déjà que son jeu était minimaliste, mais il restait plus rien. Ouais, c'est dingue. C'était un mannequin de cire, quoi. Vous saviez, dans la relation entre Parker et De Niro, dont vous parliez tout à l'heure, il y a eu un clash dès le début. La première scène, c'est cette scène, tu sais, avec l'évangéliste là qui prêche, le prêcheur, et là qui fait ses trucs. Il passe devant une femme qui lave, tu sais, c'est un petit clin d'œil, je pense, au dernier tango à Paris, qui lave ce mur de sang là. Et lorsque De Niro est amené, le premier plan, on voit sa main avec sa canne, et tu as l'avocat qui se décale, et tu vois De Niro entre deux rideaux rouges comme ça. Et Mickey Rourke flippait vraiment. Il s'était mis des glaçons dans les poches pour être. Lorsque De Niro lui tend la main et lui lâche pas la main, ça c'était pas prévu. De Niro a tendance à en faire des caisses et c'est celui qui va en faire le plus. Et il sortait à chaque fois du scénario, du dialogue. C'était comme deux boxeurs. Et il y avait un dicton qui se faisait en Angleterre au studio Pinewood. C'est lorsqu'un acteur en faisait des caisses. C'était Long John Silver. Long John Silver, c'est le rôle dans L'île au trésor, qu'un acteur anglais qui s'appelait Robert Newton, avec son œil borgne, sa jambe de bois et son truc. Et dans ce truc de L'île au trésor produit par Disney, il en faisait des caisses et des tonnes. Et donc, dès qu'un acteur en faisait trop, Alan Parker et ses techniciens avaient tendance à dire, bon, tu me fais du Long John Silver, là, c'est pas bon. Sauf que là, c'est De Niro, tu peux pas le dire, évidemment. Et discrètement, Alan Parker dit, parce qu'il avait le micro, les techniciens avaient les casques, il dit où est ton perroquet, Bob? Et là, tout le monde ricane pendant la scène. Hein. Et là, De Niro arrête tout, il se lève, il prend Alan Parker, il fait viens me voir là. Et là, donc j'ai noté exactement ce qu'il lui dit. Il lui dit tu vas arrêter tes blagues sarcastiques à l'anglaise, doivent cesser immédiatement. Je te le dirai pas deux fois. Robert De Niro is Al Capone. Moi, je me souviens que De Palma m'avait raconté que De Niro a quand même changé à une époque, et Angel Heart, c'est à peu près la même époque que Les Incorruptibles, hein, puisque c'est quoi, 86 ou 85, Angel Heart 7, aussi, Les Incorruptibles, c'est 87, et il m'avait raconté que De Niro s'était comporté de manière abjecte pendant Les Incorruptibles, c'est-à-dire qu'il était payé, il voulait pas le faire au départ, mais il a été payé une fortune, il apprenait pas son texte, il a été obligé de changer son découpage parce que l'autre savait pas son texte, si tu veux, alors qu'il était payé une fortune. Donc je pense qu'il a dû choper un peu le melon aussi à un moment, et il était imbuvable avec les metteurs en scène, et je crois qu'au contraire, il fallait que les metteurs en scène peut-être aillent au clash avec lui, et les plupart étaient terrifiés en se disant là, tu vois, il avait une telle mystique autour de lui à l'époque que je crois qu'il faisait presque aussi peur, voire plus peur que Brando, tu vois. Quoi. Mais je pense que c'est des caprices, quoi. Moi, je pense fondamentalement que c'est un génie de Niro, de l'acting, mais que c'est un sale type. Il y a plein de gens qui ont eu ce genre de témoignages aussi, de la manière dont il se comporte avec certains acteurs à partir de cette époque. Hein. Je te parle pas des années 70 ou comme il est avec Scorsese, mais c'est un gars qui a vraiment eu des rapports avec des metteurs en scène et des partenaires de tournage qui étaient vraiment très compliqués, quoi. C'est vrai. Philippe, tu sais quel est le seul acteur qui a pu le casser sur le plateau en direct et se moquer de lui devant toute l'équipe?
Charles Grodin? Non, c'est un acteur dont c'était le métier, Don Rickles. I say something wrong? You're supposed to say I should have known better. For the kind of money you're making, read the card. Learn the thing. You gotta pop out trailer. Sit in there and study. With your method acting, with the breathing and the bullshit. Do the lines and let's get out of here. Sur Casino, et qui était un grand insult, un comique d'insulte, et qui arrêtait pas de déchirer De Niro à chaque prise. Mais c'est qu'il il l'a même fait avec Frank Sinatra, il l'a fait Oui, avec bien tout le sûr. monde. Vous parliez de la scène de l'œuf tout à l'heure. Je vous dis pas le nombre d'œufs qu'a consommé De Niro pour les éplucher, pour savoir comment fallait faire, etc. Et il aimait provoquer Mickey Rourke. Et lorsqu'il, vous savez, il brise la coquille avec sa main, là, comme ça. Ouais. Il lui dit, je suis en train de te briser les os, là. Mickey Rourke. Comme ça, il lui parle comme ça. Tu sais, mais pour le provoquer. Et Rourke était pas du tout à l'aise. You know, some religions think that the egg is the symbol of the soul. Did you know that? Parce que Rourke, il aimait bien improviser, boire des coups, etc. De Niro était focus sur son... Donc, il a été déçu de ne pas avoir plus échangé avec lui. Mais en fait, c'était la même chose qu'a fait Joaquin Phoenix sur Joker. Joaquin Phoenix n'a pas du tout parlé à De Niro sur Joker parce qu'il ne voulait pas se parler, pas qu'il appréciait bien. Hein. It was the first time I think I ever had to really concentrate in the way that I had to concentrate because he's the most concentrated actor I've ever seen and he doesn't... If you, like, lose your concentration with him for, like, 4 seconds, you're out of there. So, like, at the end of the day, I was drained. Laurent, Mickey Rourke, il a dit du mal de Niro par la suite. Ils se sont pas du tout entendus sur le plateau. Il a été très déçu par sa rencontre avec De Niro. Ouais, puis il paraît qu'après De Niro a dit à Scorsese, parce que Scorsese aurait voulu caster Mickey Rourke, je crois, dans un de ses films après, je crois que c'était Irishman, ouais. L'autre a dit pas question, tout ça, donc il lui a un petit peu tenu rigueur de l'ostraciser un peu, quoi. Je sais pas pourquoi il se détestait à ce point-là, quoi, parce que c'est plutôt curieux. Sinon, tu vois, aujourd'hui, tu te dis, un type comme Joaquin Phoenix, il aurait pu très bien jouer le rôle de Harry Angel, tu vois, dans le côté un peu déglingué comme ça. The name's Toby N. Tucker. People around here call me TNT. You know why? They're not very imaginative. Alors justement, Philippe, ce sont ces méthodes acteurs comme Joaquin Phoenix qui portent la méthode un peu loin. Moi, j'ai toujours peur pour Lisa Bonet, dont on va parler dans quelques instants, ou toutes les femmes du film, un peu à la Klaus Kinski, parce que ce sont des gens qui vivent tellement le rôle qu'on a l'impression qu'ils sont incapables de tourner, de passer sur, d'éteindre le personnage, si tu veux. Et c'est un peu dommage. Oui, ils font un tel travail en amont. Et là, je te parle d'expérience par rapport à Goldblum, avec qui j'ai travaillé. Ouais. Ils ont un tel travail en amont, ils prennent tellement de notes, de références. Je dis, le scénario de Goldblum était truffé de notes, mais à un point que c'était noir, quoi. Les pages de gauche du scénario étaient noires d'écriture, avec des flèches qui ramenaient sur le dialogue, etc. Mais il y avait juste marqué All work and no play make Jack a dull boy. C'est presque ça, hein. Parce que quand ils jouent, il en reste assez peu quand même de tout ça. Par contre, ce travail qu'ils ont fait en amont leur permet de comprendre à 100% ce qu'ils jouent. C'est-à-dire, pour eux, ils comprennent à 100%, donc ils se trompent jamais. Et Laurent, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette extrême méthode acting où Jared Leto envoie un rat mort à Margot Robbie parce qu'il joue le Joker? Moi, je pense fondamentalement que c'est un peu des conneries. Mais s'il est confortable, après, s'il lui faut ça pour être bon, bah, t'es un peu obligé de passer par là. C'est comme de faire 90 prises, tu vois, quand t'es metteur en scène. T'as pas forcément besoin de ça, mais si tu te sens bien et qu'il te faut ça, bah. Francis, si tu nous écoutes. T'aurais pas pu dire à Kubrick ou à quelqu'un de faire que 3 prises, tu vois, même si ça se trouve. Je pense que chacun fonctionne différemment. Mais, je me demande si c'est pas un peu quand même bidon ce truc parce que tu vois le côté je m'hyper prépare. C'est-à-dire, je sais pas si c'est bidon ou pas. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens comme Russell Crowe qui décrit la méthode et qui disent qu'ils le font à l'ancienne, si tu veux, et chacun a sa technique. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand ça, tout d'un coup, ça met en danger ou ça fait du mal à vos costards. Là, il y a un problème, si tu veux. Friedkin, il trouvait que c'était de la connerie parce qu'il disait l'emblème de ce genre d'acteur, c'était Benicio del Toro, si tu veux, quoi. Et il disait que c'était un cauchemar, quoi. C'est-à-dire qu'il lui expliquait, alors tu vois, tu vas aller de là et tu regardes par la fenêtre avant de dire ta phrase. Et l'autre, il disait, pourquoi je regarde par la fenêtre? Pourquoi je m'allonge pas plutôt par terre avec mon coude comme ça et que je dirais, tu vois, et l'autre, il lui dit, mais il disait,
c'est des mecs qui cherchent la petite bête et qui veulent, enfin, c'est un peu des primadonnas, tu vois, comme on dit, les primadonnas des divas un peu. Mais je pense que ils ont pas tous, ou Cassavetes, tu vois, quand Polanski disait qu'il avait besoin d'essais de tennis pour jouer la scène. On en avait parlé, ouais. Si l'acteur est confortable comme ça et qu'il donne une bonne performance à cause de ça, pourquoi pas, tu vois. Mais bon, je pense que c'est un petit peu des coquetteries. Quoi. So what's Epiphany. Epiphany? Yeah. Your mama left you with a very beautiful name, Epiphany. Philippe et Jeff aussi, vous allez nous parler d'une grande prêtresse vaudou, la merveilleuse Lisa Bonet, qui malheureusement par la suite n'a pas fait une très grande carrière. Et Jeff, elle était un peu au Lisa Bonet absent, non, par la suite, non? Lisa Bonet, je vais pas être très érudit, parce que je la connais pas très bien. Je sais qu'elle a fait le Cosby Show, qui était une sitcom avec Bill Cosby pendant 130 épisodes, ce qui est pas mal. Ouais. Et elle s'est fait connaître grâce à ça. Et le rôle qu'elle a eu dans Angel Heart, c'était un contre-emploi complet, parce que je crois qu'elle jouait une petite fille sage, une petite ado adorable, etc. Et elle joue la prêtresse vaudou hyper sexuée dans Angel Heart. Alors moi, je l'ai revue dans des guests, dans des séries télé, où elle est beaucoup marquée, elle s'est beaucoup marquée physiquement. Mais par contre, elle est devenue une très très bonne actrice. Toujours dans des rôles extrêmes, ou de junkie, ou de tueuse, ou machin, mais elle est devenue très intéressante. I'm learning a lot about myself, you know, just exploring different areas that I've, you know, never would have thought of. And the funniest thing is that I can get away with it because I'm playing Epiphany, but what I'm really doing is finding out more about myself. Mais elle joue déjà très bien dans Angel Heart, et Jeff, effectivement, il y a des problèmes à l'époque avec Cosby, qui est pas complètement convaincu qu'il faille qu'il fasse le rôle, non? Quand on voit le background de Cosby derrière, il a dit que c'était par la suite, c'était un film raciste. Elle y a fait lire le scénario parce qu'elle voulait avoir son avis, parce qu'elle connaissait beaucoup d'acteurs. Ouais. Voilà, il y a des scènes de nus, etc. Il dit, de toute façon, au Cosby Show, les sièges sont éjectables. Ça l'a pas trop mis en confiance, hein. Mais après, elle n'a pas fait carrière. Elle est très jolie, je trouve, dans le film. Elle est très pure. Quand elle a son visage, il y a un plan magnifique dans le film quand elle se lave avec le visage qui est sur son truc, son arrivée avec ce gamin. Et d'ailleurs, il y a des petits signes qu'Alan Parker met dans le film à un moment donné, parce que lorsqu'il arrive à Nouvelle-Orléans, Mickey Rourke, il va sur la tombe de comment elle s'appelle dans le film Proudfoot, là. Évangeline. On voit qu'il s'essuie les yeux, et elle arrive derrière avec son bébé, le bébé pleure, et en voyant Mickey Rourke, tu entends la voix off de Lisa Bonet qui dit « Pourquoi tu pleures ?» Elle peut s'adresser aussi bien au bébé qu'à Mickey Rourke. En fait, il pleure parce que c'est son ex, hein, ça on l'apprend plus tard. Elle a été, je trouve que dans la scène où elle est en transe, dans la séquence vaudou, elle est super, super bien. Et bizarrement, dans la fameuse scène de sexe, qui a duré 3 heures toute une après-midi, c'était que 3 sur le plateau. Il y avait l'assistant, Alan Parker, et le mec des effets spéciaux pour faire couler le sang. Laurent, il n'y avait pas de coordinateur d'intimité. Là, il n'y avait pas de coordinateur d'intimité, non. Non. C'est galère à faire aujourd'hui, ça. Tu m'étonnes. Et Alan Parker explique qu'ils étaient 60 derrière, en dehors de la chambre. Et c'est Mickey Rourke qui était intimidé, là où elle était totalement désinhibée pour cette scène. Ça ne lui posait aucun problème. Et ils ont dû couper évidemment la censure certaines scènes où un petit peu trop. Moi, j'avais entendu dire que Mickey Rourke, il n'était pas à l'aise parce qu'il avait un peu grossi et qu'on allait filmer ses fesses. Il aimait pas qu'on voit son gros cul. Angel Fart. Ouais, il me fait penser dans le rôle, moi, même si c'est un peu différent, mais je sais pas pourquoi, par moment, quand on le voit arriver avec son costume clair, tout ça, il me faisait penser à un jeune Orson Welles, un peu, tu vois. C'est drôle. Comme ça, mais un peu plus crade, tu vois, mais il m'évoquait un peu. C'est pour ça que je l'aurais bien vu dans un tourneur, tu vois. J'aurais bien vu Angel Heart, moi, fait façon en noir et blanc, tu vois, comme les. Mais ce serait drôle d'en faire une version noir et blanc aujourd'hui, comme on a fait une version noir et blanc de Fury Road ou de ces films. Ce serait peut-être intéressant de voir Angel Heart. Il y a eu une histoire là. Il voulait faire un remake récemment, là, enfin une nouvelle adaptation, mais en revenant au roman, quoi. C'est-à-dire en faisant ça à New York. Et en fait, je crois que c'était au moment du Covid et ils l'ont pas, ça s'est pas concrétisé pour le moment. Mais je sais pas qui jouerait aujourd'hui. Si tu voulais refaire le casting de ce film et que tu fasses une version comme ça, mais qui se passerait toujours dans les années 50, hein, mais qui tu engagerais aujourd'hui pour ce sera Adam Driver ou Timothée Chalamet.
Ouais, Adam Driver. Et il faudrait un mec d'une trentaine d'années, tu vois, parce qu'il a quoi? Il a 35 ans, Mickey Rourke, là, quand ils ont fait ce film. Donc, il faudrait, oui, un acteur plutôt jeune, tu vois. Je sais pas qui ça pourrait être. Mais Philippe, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais à part certaines rares exceptions, le vaudou fait assez bidon quand même au cinéma en général. Alors que, bon, il y a le serpent et And the Rainbow de Wes Craven qui était pas mal fait. Ça se résume beaucoup au poulet égorgé et aux danses frénétiques, les gens qui se roulent par terre et tout ça. Ça explique jamais exactement ce qu'est le vaudou dans les films, je te parle. Exactement. C'est toujours très schématique, quoi, tu vois. Jack Tourneur, oui, mais c'est pas très explicite, quoi. Mais, et Zombie Blanc avec Bela Lugosi aussi, White Zombie avec Bela Lugosi. Ouais. Mais Jeff, tu sais qui a fait la chorégraphie des séquences de vaudou? Louis Falco. The dancers, primarily professionals from New York, are working under the guidance of choreographer Louis Falco. Bravo. Le chorégraphe de Fame, qui est mort du sida en 93, très jeune, à 50 ans, malheureusement. Vous parlez tout à l'heure de la séquence que j'aime beaucoup à Coney Island, avec ce mec là qui a cacheté. Et vous savez que l'actrice qui était prévue, qui est dans l'eau là pour ses varices, c'est Shirley Stoller, l'actrice qui joue tueur de lune de miel, un truc comme ça. Et en fait, donc elle commence à répéter, donc ils prennent le son quand elle chante, tout va bien, et elle se prend une vague, elle tombe dans l'eau glacée, elle fait un malaise, ils sont obligés de lui faire du bouche à bouche et tout, et en revenant, on va dire, à la vie, entre guillemets, elle dit hors de question que je revienne, je ne fais plus ce film, etc. Et donc ils ont gardé la doublure, qui est filmée de dos, qui tourne un peu, et par contre la voix quand elle chante, c'est Shirley Stoller. C'est encore l'obsession de Parker pour les gens très très gros, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Des figurants obèses qui sont toujours dans ce le flic à la Nouvelle-Orléans aussi, tu as vu? Le flic à la Nouvelle-Orléans. Oui. Et vous savez que ce flic, et ce flic à la Nouvelle-Orléans, donc c'est le. Oui, Laurent. Pardon. Oui, non, mais regarde Midnight Express, l'horrible gardien turc, là, c'était aussi un obèse. Ses gosses étaient obèses. Enfin, il y en a partout, tu vois. Et cet acteur-là dont on parle, parce qu'il avait été à la Nouvelle-Orléans et il faisait tous les petits castings, il essayait d'y aller. Il fait son premier film, Jim Jarmusch tourne Don Bailo à la Nouvelle-Orléans, il est super content. Il a un petit rôle, et en fait, il est coupé au montage. Donc, Angel Art est vraiment son premier film, et on pensait qu'il ferait pas. Et en fait, il a fait une très très jolie carrière. Il a fait L'échelle de Jacob, Mississippi Burning, Barfly. Il a fait plein de films, et on va le voir prochainement dans le rôle du père de Superman, dans le film de James Gunn l'été prochain. Ah oui, mais là il a une particularité, cet acteur. Il est atteint j'ai noté, de nystagmus. Il a un mouvement continu des yeux. Voilà. Ouais. Il a une particularité. Là, tu parles de Pruitt Taylor Vince, mais qui est le jeune flic mince. Là, on parlait du très gros. Ah, d'accord. Mais Pruitt Taylor Vince, qui est d'ailleurs devenu énorme depuis, est un super comédien. Et qui est chauve, qui a plus de cheveux, ouais, tout à fait. Ouais. Mais je trouve, et ce qu'a expliqué Alan Parker, il aimait bien faire des castings sur les lieux de tournage pour avoir des gens qui ressemblent à la région où il tourne. Il ne voulait pas prendre de gens connus. Et donc, il y a plein d'acteurs qu'on n'a pas forcément vus dans beaucoup de films. Le gars qui joue le père de Charlotte Rampling, il s'appelle Stoker Fontelieu. Et c'est très drôle parce qu'il arrive, il le casse parce qu'il n'a pas trop de cheveux. Et dans la scène, tu sais, quand il retire sa gueule de la marmite, il faut qu'il ait le crâne tout rouge. Et il le voit sortir de sa loge, canne à la main, tout élégant, avec une coupe à la Perry Como, il dit, avec une perruque. Il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il fait, ben oui, parce que j'ai vu que la chanson du film a été chantée par Perry Como, donc c'est mon hommage à Perry Como. Il fait, laisse Perry Como où il est, enlève ta perruque. Mais Laurent, moi j'ai été frappé par le côté aussi film animalier, tu sais, entre le chat au début, le chien, les poulets, il y a toute une... Et je trouve que ça on retrouve ça dans certains grands films comme La Nuit du Chasseur, qui partagent tout d'un coup une ADN, avec les films ont une ADN qu'ils partagent, comme les grands livres, un petit peu parfois. Ouais, non, mais ça vient aussi, je te dis, les pattes de poulet, tout ça, c'est quand même, il y a tout un bestiaire autour du film satanique, hein. Il y a entre même les chiens galeux, enfin, parce que le diable, il y a souvent les chiens dans les films avec le diable. Mais ce que j'admire le plus, moi, dans ce film, quand je l'ai revu, en plus, hein, non seulement la façon, quand même, dont il a adapté, je l'ai dit tout à l'heure, hein, comment il arrive à faire passer beaucoup d'infos, parce que là, la scène à laquelle Jeff fait référence, là, avec le père de Charlotte Rampling, mais c'est aussi un truc
trucs où il y a je sais pas combien de pages de dialogue, tu vois. Donc pour arriver à rendre ça pas ennuyeux, même la simple scène, tu sais, à un moment on voit Mickey Rourke qui retrouve une jeune nana avec qui il couche. Et tu la vois, c'est très long, elle se déshabille, on voit son porte-jartel. Et en fait, tu sens que c'est fait parce qu'elle raconte tellement d'infos. Johnny Favorite was a crooner, like you said. I didn't realize he was so big. He used to be in a band called the Spider Simpson Orchestra. Pour pas que les gens s'emmerdent, bon bah tiens, on regarde déshabillé, tu vois, il y a un côté comme ça. Laurent, je crois que c'est ce qu'on appelle une sexposition. Il y avait beaucoup d'expositions, même la première scène dans la chapelle avec De Niro à Harlem, mais il y a le nombre d'infos qu'il faut faire passer là-dedans. Donc moi, je trouve qu'il s'en sert très bien. Il a réussi, je trouve, à visualiser, c'est-à-dire à la lecture du roman, il a eu des images fortes. C'est-à-dire que ces images de ventilateurs, tu sais, qui tournent comme ça, c'est-à-dire qui ont l'air d'être annonciatrices de mort, tu vois. Je trouve que c'est une image simple, mais assez forte, qui fait un peu penser, tu sais, à Scarface, le film de Hawks. Chaque fois qu'il y avait un X, il y avait quelqu'un qui allait se faire buter. Bah là, t'as cette image du ventilateur qui se met à tourner et qui a l'air de quelque chose de diabolique, qui annonce que quelque chose de terrible va se produire. Et même chose pour l'image de l'ascenseur, tu vois, qui cet ascenseur qui a l'air d'emmener Angel en enfer à la fin, mais qui revient plusieurs fois. Donc je trouve que sur l'imagerie, même ces espèces de jeunes nanas black habillées en religieuses qui voient dans ces cauchemars, tu vois, et qui sont des images en fait qu'il expliquait, lui venait quand il s'était renseigné, quand il faisait de la recherche, il était allé à Harlem voir des photos qu'il y avait des albums photos qu'il y avait dans les chorales d'église et tout ça. Et il avait vu ces jeunes noirs habillés en religieuses et c'est ça qui lui avait donné l'idée de mettre ça dans le film, tu vois. Mais disons que même sur le plan de l'image, moi je me demande si c'est pas quelque chose qui a pu influencer, tu vois, des polars comme Seven, tu vois, parce que quand même dans la scène par exemple où Mickey Rourke va chez le docteur qui s'appelle Fowler, tu sais, le mec qui est camé là. Bad time for evening fix. Bah, tu vois, la manière d'utiliser la lampe torche, tout ça, à l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Mais tu vois par exemple, Darius Khondji et Fincher dans Seven, ils ont vachement repris ça. T'as aussi un film avec Denzel Washington qui s'appelle Fallen, tu vois, Le témoin du diable, le témoin du mal. Voilà, où il y a ça aussi. Avec John Goodman. Donc, je pense quand même que c'est un film qui a eu une influence, quand on parlait de Polanski et qui a lui-même pris Darius Khondji après dans La 9e porte, tu vois, je pense que l'image de Khondji sur Seven, c'est pas impossible qu'elle ait été un petit peu inspirée aussi par un film comme ça, quoi, comme Angela. Et tu sais, Laurent, quand tu parlais des ventilos, donc c'est vraiment en référence, il le dit, ça présage la mort. Elle tourne soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans une autre, en fonction on avance, on recule dans la narration du film. Mais en fait, il a eu cette idée, Alan Parker, dans tous les bars où il écrivait, il allait dans les bars miteux, il voyait des ventilateurs. Et à un moment donné, il y a un rayon de soleil qui a traversé le ventilateur, et l'ombre, il y avait des gens, donc il y avait une ombre sur un mur, avec ce ventilateur qui décapitait les têtes, en fait. Il a eu cette idée-là en voyant cette image-là qu'il est venu. Et tu parlais il y a aussi un film, je pense, qui a été inspiré, c'est Memento, le film il en a parlé d'ailleurs. C'est vrai. Par Nolan. Et cette maison du docteur Fowler, parce que c'est vraiment les décors sont magnifiques dans le film, c'est une maison, ils n'étaient pas à l'aise dedans, parce qu'il y a une vieille qui venait de mourir, une vieille dame de 90 ans, et il me dit, on n'a pratiquement pas retouché le décor du film, c'était vraiment dans son jus. Et lorsque il y a le cadavre du docteur Fowler, après c'est une idée de Mickey Rourke, par exemple, de prendre son allumette et de l'allumer sur sa semelle. C'était une idée de Mickey Rourke. Philippe, moi j'ai trouvé que Charlotte Rampling était formidable dans ces très courtes scènes. It's a pity. I really would have liked to have gotten my pub rent. I don't think you'd like what I see. Et j'aime beaucoup quand elle demande, quand sa servante lui demande s'il faut amener la belle vaisselle, et qu'elle répond non en regardant Mickey Rourke. et quand elle demande à Mickey Rourke, est-ce que vous parlez français, Monsieur Angel, il répond I'm from Brooklyn. Je viens de Brooklyn, tu sais. Et ça, plusieurs fois, il se sert de ça, et il le fait formidablement bien. Et il fait un accent de Brooklyn. Il est new-yorkais, Mickey Rourke, mais il est pas de Brooklyn. Donc il fait un beau travail sur l'accent aussi. Mais c'est une très bonne idée d'avoir pris une star pour faire un tout petit rôle. Et même pas un petit rôle de prestige. Enfin, elle a pas de scène extraordinaire. Par contre, sa présence
permet à Mickey Rourke d'être meilleur que s'il était allé interroger une femme inconnue dans un endroit. Exactement. Voilà. Et elle apporte beaucoup par son profil, cette espèce de classe qu'elle a, et l'antagonisme qu'elle crée en lui donnant pas les tasses. Vous voulez les meilleures tasses, madame? Parce que Rourke, même s'il parle pas français, il sent son mépris. C'est-à-dire qu'elle le Charlotte prend pas au Rampling sérieux. amène de la classe dans tous les films, genre même Zardoz, tout d'un coup le film est C'est surtout une star. C'est surtout une star chez nous, Charlotte Rampling, parce qu'aux États-Unis, je suis pas sûr qu'elle soit si célèbre que ça, quoi. Il avait envisagé Meryl Streep et Debra Winger, Alan Parker. Moi, je l'ai interviewée une fois, Charlotte Rampling, quoi, et on avait parlé rapidement d'Angel Art, et elle me racontait que c'était un de ses meilleurs souvenirs de tournage. Cette scène, tu sais où elle est dans le bus, il la filme de dos, Alan Parker. Ouais. Et il en profite pour dénoncer évidemment un truc horrible à l'époque, c'était la ségrégation dans les bus, puisque Angel vient s'asseoir là où il y a marqué Bus for Colored Pathway. Voilà. Et en plus, ça se passe en 1955, le film. Il faut savoir que c'est cette année-là que 4 femmes noires, dont la fameuse qui est célèbre, Rosa Parks, on va citer les 3 autres, Claudette Colvin qui avait 15 ans à l'époque, Mary-Louise Smith qui avait 18 ans et Aurelia Broder, qui sont les 4 femmes qui n'ont pas laissé leur place aux hommes blancs. Et moins d'un an plus tard, la Cour suprême des États-Unis a cassé cette loi de ségrégation dans les bus. Mais c'est un sujet qui tient à cœur à Parker, parce qu'il ferait Mississippi Burning, dont on n'a pas parlé quelques années plus tard, et effectivement, qui traite également de la ségrégation raciale. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus lourdingue, tu vois, quoi. Moi, j'aime pas du tout Mississippi Burning. Ah, moi, j'adore, moi. Je l'ai pas vu. J'ai trouvé que c'était lourdingue. Mais... Bon. Je vous conseille les Commitments aussi, donc, qui est un très bon film d'Alan Parker. C'est un bon film, avec un petit budget. Et vous avez remarqué que dans le cœur, c'est un vrai cœur humain qu'ils ont récupéré dans un hôpital, qui est sur Charlotte Rampling. C'est pas un accessoire. Et Harry Angel, à chaque fois, il est en contact avec les armes du crime. Ouais. Lorsqu'il est chez Fowler, il fouille dans le tiroir. Est-ce que vous avez pas vu, je sais pas si c'est parce qu'on connaît le film, mais est-ce que vous avez pas vu le twist cette fois-ci quand même très fort. Dès le début, on sait qu'il est quand même très crapuleux. Moi, peut-être parce qu'on connaît l'histoire déjà. La première fois, moi, je me souviens que pas du tout. Je l'ai pas vu. Je vois pas mal venir. Tu vois, j'avais même vu venir le 6e sens de Shyamalan. À la moitié du film. Moi, j'avais pensé quand j'avais vu le film, j'avais pensé que c'était De Niro qui tuait les gens et qui faisait en sorte que ce soit Rourke qui se fasse, tu vois, bouc émissaire, à chaque fois, quoi. Bouc, justement. Bouc émissaire, en effet. Mais si tu regardes, ce genre d'histoire, c'est assez classique, hein, c'est-à-dire le mec qui est engagé pour une mission où il doit, enfin, à la fin, il se découvre lui-même, c'est-à-dire c'est une manière de se connaître lui-même. Tu regardes Cruising, fait comme ça aussi, si tu vois, tu cherches un tueur et finalement tu te trouves toi-même à la fin. C'est vrai, c'est ce que Pacino n'aimait pas beaucoup c'était pas dans le scénario. Apocalypse Now à un autre niveau, tu vois. Et tu dis que tes enfants avaient été très choqués par ce film, Laurent. Pas seulement les enfants, moi, ma compagne, tout le monde trouve ce film dégueulasse. Moi, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que c'est assez sordide, mais bon, voilà, faut aimer ce genre de film. Si t'aimes ça, je trouve ça très très bien, quoi. Ce que j'aime, c'est le côté pulp, Philippe, qui élève tout d'un coup un sujet un petit peu de roman de gare, entre guillemets, à la liste A, grâce à la lumière, grâce aux acteurs. Avec des petits dérapages, comme on en parlait, les yeux jaunes ou les choses comme ça. Ouais. Ou le too much dans le sang, tu vois, c'est-à-dire une espèce de débauche d'effets gore, etc., qui à un moment fait perdre de sa dignité au film. Avec le sexe aussi. Pareil pour le sexe. Ouais. Oui, c'est ça. Ça dérape un peu dans le pulp too much. Je trouve pas que ça dérape. Moi, je trouve que ça devient impur encore plus. Tu vois, il y a un côté vraiment, plus choquant. Il l'aurait fait dans un type comme Turner aurait bien sûr pas du tout fait des scènes comme ça. Et ça aurait sûrement été très bien aussi. Mais je trouve que là, il y a des excès qui sont très années 80, hein, très gore. Parce que à cette époque-là, on faisait pas mal de films comme ça. Qui donne un peu quand même aussi son identité au film. Tu vois, c'est un film un peu crade, quoi, quand même. Tu vois. Non, je sais. Et vu les thèmes, et surtout à la fin, quand tu découvres en fait que c'est sa fille, tu vois, ça rend tout le truc mais complètement sordide, quoi. C'est un petit peu dans Old Boy. Old Boy était inspiré de ça un petit peu. Absolument. Et vous savez, il y a une scène qui a été rajoutée. Ils font malheureusement des projections test aux États-Unis, ce qui nous a coûté les yeux du gamin à la fin parce que les gens ne comprenaient pas que le petit était le fils de De Niro.
Ouais, c'est possible. Et donc, ils ont été obligés de rajouter en post-prod ces yeux horribles sur la tête du gamin. Et surtout, il y a une scène qui a été rajoutée au moment où Mickey Rourke tournait Barfly, donc il n'a pas du tout la même coupe de cheveux ni rien, et ça a été filmé dans l'obscurité. C'est lorsqu'il enregistre son magnétophone, tu sais. Elle n'a pas vraiment de... Et en fait, il est obligé de faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé, au bout de, je sais pas, 30-40 minutes de film, et il n'a pas la même gueule, parce que c'est beaucoup plus tard qu'il fait ça, et donc il a filmé à moitié le visage dans l'obscurité. Vous avez remarqué le plan incroyable de Niro sur la coursive de l'hôtel, où il apparaît 2 secondes en veuve, sans barbe. Sans barbe. On voit pas ses cheveux et il a pas de barbe. Et c'est un plan qui dure, je sais pas, 5 secondes peut-être, où il suit des yeux Mickey Rourke qui va dans sa chambre d'hôtel, et on sait pas d'où ça sort, et pourquoi il a pas sa tête habituelle. Enfin, c'est extrêmement bizarre ce plan. J'ai jamais compris. Ouais, mais on sait que quand même, quand De Niro est habillé en femme, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi dans un thriller. Tu te rappelles quand il était habillé comme la femme de ménage dans Cape Fear? On en a parlé, ouais. Je sais pas, Alan Parker, il avait l'air de dire que De Niro rêvait de jouer habillé en femme, quoi. Peut-être que c'est un caprice, qu'à un moment, il a dit j'ai envie d'être en femme, tu vois. Ah, c'est possible. On parlait tout à l'heure des acteurs qui prenaient des acteurs du cru. Vous savez, quand il y a cette fameuse boutique sorcière vaudou, là, où Mickey Rourke vient acheter des racines de John le Conquérant. Ok. Ils ont créé donc une fausse boutique, mais il y a des gens qui rentraient dedans pour demander des trucs. Et à l'intérieur, les gens nous demandaient des trucs vraiment très très bizarres. Et la comédienne, qui n'était pas du tout une comédienne qui vient jouer le rôle de la vendeuse. Elle est très bien d'ailleurs. L'avantage, Mickey Rourke pouvait se promener, parce que dans le bled d'où il tournait, personne ne connaissait Mickey Rourke, évidemment, qui était bon l'acteur de bien. Sauf que la fille qui postule pour le casting était fan de Mickey Rourke. Et elle savait pas du tout qu'elle allait tourner avec Mickey Rourke. Et lorsqu'elle voit débarquer, elle était complètement tétanisée. Et Alan Parker explique que là où on aurait mis une doublure en contre-champ, il a pris à part, il a répété toutes les scènes avec elle. Il a été adorable pour la mettre à l'aise, parce qu'elle n'était pas du tout... Alors, elle est vachement bien dans le film. Et voilà. Donc, le lieu où ça a été tourné s'appelle Thibaudot. Voilà. Cool. Et la comédienne s'appelait Peggy Sévère. Mais elle n'a pas vraiment fait... Philippe, Jeff va nous faire un petit quiz sur les acteurs qui ont joué le diable au cinéma. Bon, je vais vous éviter Al Pacino. Hein. Alors, le diable ou déguisé en diable ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, c'est un truc. Alors, bon, Philippe, tu joues pas. Hein. Je veux le titre du film, hein, d'accord? Pourquoi Philippe joue pas? Il joue pas parce que je dis Jeff Goldblum. Laurent Frost. Bien, bien. Gabriel Byrne. End of Days. Bien. Nicholson. Licencié. Witches of Eastwick. Licencié d'Eastwick, voilà. Bon, allez, je durcis un peu. Harvey Keitel. Là, Laurent, je sais. Little Nicky. Voilà. Adam Sandler. Tim Curry. Facile. Légende. Darkness? Non, dans Legend. Légende. Billy Crystal. Oui, je dis le diable, l'incarnation du diable, façon de parler. Pardon? Harry dans tous ses états. Bravo. Daniel Auteuil. Ma vie est un enfer. Et Laurent, tu disais qu'il ressemblait, c'était très drôle à Al Pacino. Dans... Il y a un plan où tu le vois avec du feu derrière, c'est exactement la même. Il paraît que c'est le remake français, quoi. Et même il y a Tiki Olgado qui est déguisé en diable dans ce film, qui fait Bernard Ménez qui est déguisé en diable dans Le Chaud Lapin, évidemment. Et alors un film qui est, bon, il n'y a pas le nom du diable, mais presque. Enfin, ça évoque le diable, qui a eu une Palme d'Or à Cannes. Philippe? Non. Le Soleil de Satan. Bravo. Voilà. Et un titre de film où il y a le mot diable dedans, réalisé par Jean-Claude Brialy. Un bon petit diable. Bravo. Un film français en noir et blanc avec 2 acteurs qui jouent le diable. La beauté du diable. Exact. Gérard Philippe. Laurent, à toi. Ouais, à toi. Oui, mais Michel Simon ne joue pas le diable, il joue un des démons du diable. Ouais. Oui, mais dans les titres que j'ai cités, c'est pas vraiment le diable, sa façon de parler. Mais moi, il y a un diable que tu n'as pas cité, que j'aime beaucoup, qui est Jules Berry dans Les Visiteurs du Soir. Visiteurs du Soir. Ouais.
Oui, mais bon, vous êtes trop jeune pour connaître ce genre de film. Il y en a un qui est pas piqué des verres aussi, c'est Peter Stormare, tu sais, l'acteur qui joue dans Fargo, J'adore. un acteur suédois qui joue dans un truc qui s'appelle Constantine avec Keanu Reeves. Concernant. Tu le vois, il sort, enfin, il est complètement grotesque là-dedans, quoi. Oui, Laurent parlait tout à l'heure des deux nonnes là, noires, et à un moment donné, tu sais, il est dans ses cauchemars et on entend Harry. Je sais pas si vous vous rappelez, avec une voix qui fait Harry comme un soupir. C'est la voix d'Alan Parker qui a rajouté ça au mixage. Waouh. Et oui. Et donc, attends, 2 secondes. Vas-y, Jeff. Non, déjà, on n'a pas parlé de la musique du film, qui est quand même, très costaud, la musique du film. Vous saviez qu'Alan Parker est allé voir Morricone à Rome, parce il avait les moyens, hein, c'était Carolco. Et Morricone, à cause de 2 copains de Laurent, n'a pas pu faire la musique, parce qu'il était en train de préparer Les Incorruptibles pour De Palma et Frantic pour Polanski. Donc il a dû décliner. C'est Trevor Jones qui avait déjà fait Excalibur, Dark Crystal, et qui a fait après Mississippi Burning. Je crois même qu'à cette époque-là, il faisait même un film avec Friedkin et Ennio Morricone qui s'appelle Le sang du châtiment, Rampage. Tout est pote, quoi. Et le score du film est vraiment très bon. Il a réussi à inclure cette fameuse chanson Girls of My Dream, c'est vrai qui est reprise exactement dans le film. Et le saxophoniste Courtney Pine a improvisé devant les images d'Alan Parker. C'est-à-dire, il voyait les images et il jouait les sons. Alors, ce qui est marrant pour la musique, c'est qu'on entend à plusieurs reprises, réorchestré sûrement au synthé ou je sais pas quoi, un concerto de Vivaldi qui s'appelle Al Santo Sepolcro, c'est-à-dire la mise au tombeau, et c'est un morceau qui est repris dans Hit aussi de Michael Mann, si tu veux. C'est cool. Ce qui est assez marrant. Et notamment quand tu vois Mickey Rourke qui rentre à son appartement, tu sais, à la Nouvelle-Orléans. Mais Laurent, avec Harry Angel, on a une fois de plus un personnage qui vend son âme au diable pour le rock'n'roll. Après Winslow Lynch, après Guy dans Rosemary's Baby, c'est toujours lié au show business. C'est drôle, hein. Et Brian De Palma, il m'avait raconté qu'on lui avait proposé ce roman, hein, à un moment adapté aussi, hein, comme on lui avait proposé Entretien avec le vampire. Je pense qu'ils avaient fait tous les metteurs en scène qui faisaient des films fantastiques à l'époque, et on avait dû leur proposer ce roman, tu vois. Mais c'était pas du tout, c'était bien avant Alan Parker, hein, donc ça devait être même, je pense, à l'époque où Ridley Scott devait le faire. Pourtant, tu vois, De Palma, il avait fait un film à la Nouvelle-Orléans aussi, Obsession, tu vois, quoi. Donc, mais je pense que De Palma serait pas allé dans le crade autant que Parker, je pense. Ouais. Et je voudrais juste dire pour finir, avant que Jeff nous dise quelque chose, Nicolas Cage a fait 127 films à la Nouvelle-Orléans. C'est tout. Il habitait là-bas. Ouais, ça coûte moins cher. Non, j'avais deux, trois petits trucs à rajouter. Alors, on parlait d'Alan Parker, il savait pas aller faire des films de science-fiction, et il a refusé l'Empire contre-attaque. Wow. Il a refusé le retour du Jedi, David Lynch, non? Ouais. Incroyable ça. T'imagines le retour du Jedi par David Lynch? Il a fait Dune à la place. On n'a pas parlé du personnage du musicien là tout de suite. Et c'est Dizzy Gillespie et John Lee Hooker qui voulaient caster Alan Parker. Il est allé les voir et ils n'étaient pas très très bons, pas très bons acteurs. et l'avantage de cet acteur qui s'appelait Ronnie McKee était dispo tout de suite pour interpréter tout de suite. Voilà. Bravo. Il devenait. Alors, Alan Parker met souvent des poulets dans ses films. Il a peur des poulets, comme Mickey Rourke. Et sauf que les poulets ne restaient pas autour de Mickey Rourke, donc ils ont dû les attacher par la patte. Et pour pas qu'ils se barrent, sinon ils se barraient dans tous les sens. Wow. Ouais. Et on parle de la mouche dans le gombo. Tu me lances là-dessus ou pas du tout? Oui, alors, si tu veux. Jeff, il y a une mouche dans le gumbo, non? Ah, il y a un petit anachronisme que peu de gens ont remarqué. Je pense que même Alan Parker ne s'en est jamais rendu compte. Donc le film se passe en 55 et vraiment tous les objets, les décors, c'est super bien reconstitué. Ils ont fait une attention à ça. Et il y a une scène vers la fin du film, lorsque Mickey Rourke marche dans la rue et qu'il va mettre un coup de tronche à un mec qui est dans une camionnette rouge. Ouais. Lorsqu'il marche, il passe à côté d'une poubelle où ils ont collé une affiche de drive-in qui annonçait des films d'un drive-in. Et malheureusement, sur cette affiche, il y a 2 films d'Elvis Presley qui sont annoncés.
Il y a un film qui s'appelle Cast Giant Shadow, l'ombre d'un géant, avec Kirk Douglas, Sinatra, John Wayne et Yul Brynner, et un autre film qui s'appelle Nashville Rebelle. Le problème, c'est que ces films sont sortis en 1966. Ce qui fait que cette affiche date de 66, bon, personne ne s'en est rendu compte. Mais comme tu dis, il y a une mouche dans le gombo. Voilà. George Lautner détestait, à chaque fois que je disais qu'il y avait des faux raccords dans le film, il fait « Jeff, fais pas chier ». Mais c'est quelque chose, voilà. Le film est assez bien, on pourra en dire, on pense bien, évidemment. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans la Nouvelle-Orléans de l'adolescence de Philippe. Et merci d'avoir fait un pacte avec Kinopod, qui revient très vite avec un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, assisté de Diana Mossafir, son Katia Lazareva. Et maintenant, vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff Domenech, je voulais juste te dire que ces deux affiches-là, qui sont derrière moi, je les avais dans mes bureaux à l'armée, où j'étais photographe, et je les ai honteusement volées dans un... Mais attends, Jeff, quand tu étais à l'armée, tu as changé d'identité avec un jeune homme pour son âme, c'est ça, non? Exactement. Donc voilà, ce sont deux reliques, et j'ai une photo, je l'enverrai à la rue, où je suis dans mon bureau à l'armée en train de faire le con avec l'affiche de De Niro derrière moi. Philippe Sedbon, I know who I am. Magnifique. Je fus Jean Weber pour Kinopod. Pas de chanson aujourd'hui, mais vous avez de la chance. La recette du cocktail de toute suite des Two Sisters. Alors vous prenez une demi-once de rhum blanc, une demi-once de rhum épicé, une larme de citron vert et une larme de Coca-Cola. Vous mixez au shaker avec de la glace et versez à travers une passoire dans un petit verre pour les shots. Et ensuite, Philippe dessine un pentagramme sur le sol et on commence les incantations. À propos d'incantations, tu sais que lorsqu'ils font la scène vaudou, le Clapman arrive, il fait scène 666. Wow. C'est une blague, il fait non, c'est assez. Et stop, on arrête. Il fait tout le monde rentre dans les petits détails, l'interprète Glenn Gray qui a fait Girl of My Dream qu'on entend sur ce vieux disque, est mort le 23 août 1963, jour de la naissance de Park Chan-wook, le réalisateur de Old Boy, qui s'est largement inspiré d'Angel Heart. Waouh. Pour finir sur une note gay. C'est comme l'Exorciste qui avait été monté au 666 5e Avenue, quoi. Sérieux? Oui, puis c'était les bureaux de la Warner. Enfin, il y avait des tables de montage qui appartenaient à la Warner à cette adresse-là, quoi.